Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui nous nous retrouvons dans le cadre du module de méthodologie de rédaction de mémoire. La méthodologie que nous allons voir est celle qui vous permettra de comprendre quelles sont les articulations d'un mémoire de recherche, quelles sont les parties qui la composent, quels sont les outils auxquels on a recours pour pouvoir construire une démarche structurée de la problématique jusqu'aux recommandations. Donc vous comprendrez à travers cette démarche aujourd'hui quelles sont les différentes parties qui composent un mémoire. Donc nous verrons la première partie, cadre théorique et méthodologique, la deuxième partie, cadre organisationnel, et la troisième partie, le cadre analytique, où on fait l'analyse et l'interprétation des résultats. Donc voilà un peu les parties qui vont composer le mémoire. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons très rapidement revenir sur ce que c'est que la méthodologie. Alors, la méthodologie, c'est rien d'autre que l'articulation qui est faite entre l'ensemble des outils qui nous permettent de produire des connaissances. Mais cette articulation-là, elle est faite de manière intelligente. Elle est faite de manière à créer un processus, à créer un lien entre l'ensemble des outils-là, donc un lien, une hiérarchisation, une succession donc de l'utilisation de ces outils de manière intelligente pour produire des résultats, produire des connaissances. Ces connaissances, après, vont être des connaissances reconnues scientifiquement si la démarche est rigoureusement respectée. Donc, pour faire un mémoire, il faut d'abord avoir un thème. C'est très important. Le thème de mémoire est la partie la plus difficile parfois parce que les étudiants veulent faire des travaux sur peut-être des sujets qui leur tiennent à cœur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les sujets qui nous tiennent à cœur ne sont pas forcément ceux que l'on va forcément réussir. Dans la mesure où un bon sujet doit être un sujet pour lequel les données doivent être accessibles. Pour que les données soient accessibles, il faudrait que vous puissiez obtenir un stage dans l'entreprise ou l'organisation sur laquelle porte votre étude. Si vous ne pouvez pas obtenir de stage dans cette organisation, au moins que vous puissiez détenir une autorisation de collecte de données au niveau de cette organisation-là. Donc, disponibilité des données, ça c'est la première qualité d'un sujet de recherche. La seconde qualité d'un sujet de recherche, sujet et thème, donc c'est des mots qu'on utilise de manière indistincte. Donc, la seconde qualité d'un sujet de recherche, c'est qu'il faut que le sujet soit d'actualité. Ne choisissez pas un sujet de recherche qui n'a aucune actualité, qui n'a aucune prégnance, en tout cas sur une thématique qui n'est plus d'actualité, une thématique auquel les auteurs n'ont plus recours. Donc ces types de sujets ne servent à rien parce qu'ils ne vont pas apporter de valeur ajoutée au monde de la science. Les informations que vous allez ajouter vont être des informations qui vont rester lettres mortes, donc qui ne seront pas utilisées par les chercheurs ni par vos successeurs, ceux qui viendront après vous. Donc il faut choisir des sujets sur des thèmes qui sont d'actualité, des thèmes dont on discute, dont on parle, de façon à ce que les résultats puissent être utilisés autant dans le monde professionnel que dans le monde scientifique. Donc voilà un peu la deuxième qualité. Après l'accessibilité des données, la deuxième qualité c'est l'actualité, c'est la pertinence du sujet. Donc voilà un peu quelques éléments qui doivent vous orienter dans le choix de votre sujet de mémoire. Donc une fois le sujet choisi, la deuxième étape va consister maintenant à faire valider le sujet par votre encadreur. Votre encadreur, pour qu'il valide un sujet, vous devez lui envoyer en plus donc du thème un projet de mémoire. Qu'est-ce que le projet de mémoire? Le projet de mémoire, c'est ce qui permet à votre directeur de comprendre quelle est l'orientation que vous voulez donner à votre recherche. Parce qu'un sujet peut être traité de plusieurs manières. Je donne l'exemple d'un sujet sur
prenons un thème sur l'enseignement supérieur au Sénégal, enjeux et perspectives. D'accord? L'enseignement supérieur au Sénégal est un domaine très vaste. Il peut faire l'objet de 2, 3, 4 thèses de doctorat qui ne parleront pas forcément de la même chose. Parce que dans l'enseignement supérieur, d'abord, il y a le diagnostic à faire. Le diagnostic de l'enseignement supérieur, il est très vaste parce que vous allez parler de l'enseignement supérieur privé, vous allez parler de l'enseignement supérieur public. Dans chacun des deux, il y a différents sous-domaines, différentes sous-dimensions qui chacune sont très vastes, très difficiles à étudier dans le cadre d'une thèse. Je ne parle même pas d'un mémoire. Prenons le cas de l'enseignement supérieur public. Vous pouvez diviser le sujet en sous-thèmes, à savoir l'enseignement scientifique, à savoir la contribution de l'enseignement supérieur dans la recherche. Vous pouvez également travailler sur l'enseignement des filières littéraires. Vous pouvez travailler également sur la réforme de l'enseignement supérieur, donc la réforme LMD. Il y a énormément de sujets possibles dans le domaine de l'enseignement supérieur. Donc, le projet de recherche permet à votre directeur, à travers votre problématique, de comprendre quelle orientation précise vous donnez à votre étude. Pour ce faire, vous déterminez le contexte empirique de votre sujet. Quand on parle de contexte empirique, donc c'est la première partie de la problématique, vous devez faire l'état des lieux de l'ensemble des recherches, les rapports d'études, les rapports de séminaires, les résultats d'enquête, donc tous les travaux empiriques, c'est-à-dire les travaux de terrain qui ont un lien avec votre sujet de recherche. Donc, si on devait faire un contexte empirique d'un sujet sur impact de l'enseignement supérieur privé dans l'insertion professionnelle des femmes à Dakar, là, on pourrait se dire que notre contexte empirique, c'est l'ensemble des travaux qui ont été faits sur l'insertion professionnelle des jeunes femmes à Dakar, d'abord, sur l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur privé. Donc, tous ces documents-là, on peut les trouver ou à la BAD, dans les enquêtes qui sont faites par la Banque africaine de développement. On peut les trouver au niveau de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, qui fait tout le temps des études sur tous les domaines, y compris l'enseignement supérieur, y compris l'insertion professionnelle. On peut trouver des éléments dans le cadre des rapports sur les organisations de promotion de la femme, les organisations de promotion du leadership féminin. Tous ces domaines-là, toutes ces organisations font des études autour de la promotion de la femme, autour de l'insertion professionnelle. Et donc, les résultats de leurs travaux vous permettent de cadrer le contexte empirique de votre recherche. D'accord? Alors, pourquoi on fait un contexte empirique? Parce qu'on ne peut pas faire une recherche en partant de zéro. Il faut partir des travaux qui existent déjà. Donc ça, c'est l'humilité intellectuelle qui doit nous amener à le faire. On part des travaux qui existent déjà. Ces travaux nous donnent des orientations, une visibilité, comment le thème a été abordé par nos prédécesseurs, quelles sont les dimensions clés qui ont été utilisées par nos prédécesseurs, à quels outils ont-ils recouru pour produire les résultats qu'ils ont produits. Donc tous ces éléments-là, nous devons les avoir avec notre contexte empirique. Donc ça veut dire qu'il faut lire pour faire une problématique. Donc une fois le contexte empirique effectué, là vous passez à un second contexte. C'est le contexte théorique de la recherche. Alors, toute étude entre dans le cadre d'un domaine théorique qui a été étudié par les auteurs. Donc là, nous avons parlé tout à l'heure des travaux qui ont été faits, des statistiques, des rapports, des enquêtes. Mais au-delà de ça, il y a aussi des travaux qui sont faits sur l'enseignement supérieur, mais ici, qui ne prennent pas en compte les chiffres, les résultats, les statistiques. Là, nous parlons maintenant des travaux sur les théories. Alors, les théories de l'éducation, les théories liées à la pédagogie. Quelle forme de pédagogie est utilisée? C'est quoi la pédagogie? C'est quoi l'andragogie?
quelles sont les méthodes de transmission de connaissances qui sont utilisées dans l'enseignement supérieur. On parlera également de qu'est-ce que c'est que l'insertion professionnelle, c'est quoi l'employabilité. Donc là, nous sommes en train non pas de présenter une photographie du secteur d'activité, si vous me suivez bien, mais nous sommes en train d'essayer de comprendre les concepts qui tournent toujours autour du sujet que nous sommes en train de traiter. Dans le cadre de ce sujet précis, les concepts clés sont l'enseignement supérieur, donc c'est la formation. Qu'est-ce que la formation? Qu'est-ce que la pédagogie? Qu'est-ce que l'insertion? Qu'est-ce que l'employabilité? C'est quoi l'adéquation entre formation et insertion professionnelle? Là, nous ne sommes plus dans une photographie, mais nous sommes dans une perspective de compréhension des concepts, des dimensions qui composent notre étude. Donc, si je dois utiliser un exemple, je dirais la chose suivante. L'enseignement supérieur au Sénégal est composé de 200 000 étudiants. Les établissements d'enseignement supérieur produisent tous les ans 200 000 diplômés. Sur les 200 000 diplômés, à peu près 10 000 arrivent à trouver un emploi formel. 30 000 diplômés par année arrivent à s'insérer dans des emplois, précaires. Et tout le reste des diplômés, à savoir 160 000 diplômés par an, se retrouvent sans emploi. Donc, ce qui pose un problème fondamental qui est est-ce que l'enseignement supérieur correspond aux spécificités, correspond aux demandes du monde de l'emploi, donc du monde économique. Donc voilà un peu la question qu'on devrait se poser. Et là, nous sommes enclins à revoir un peu le concept donc, de formation supérieure, à revoir des notions comme employabilité, mais également à poser la question de la pertinence de la relation entre les établissements de formation et les entreprises. Donc, ce qui nous amène à nous poser cette question: dans quelle mesure les curricula proposés par les établissements d'enseignement supérieur peuvent-elles permettre une meilleure adéquation formation-emploi? Dans quelle mesure la refonte des curricula des établissements d'enseignement supérieur peut-elle favoriser l'adéquation formation-emploi? Donc là, si vous suivez bien l'articulation donc des différentes phases de ma problématique, j'ai fait un état des lieux de l'enseignement supérieur au Sénégal en donnant des chiffres, en donnant des statistiques, en présentant le contexte. Ensuite, j'ai essayé de voir quelles sont les différentes acceptions, donc définition des concepts clés, à savoir qu'est-ce que la formation, qu'est-ce que l'employabilité, qu'est-ce que l'adéquation formation-emploi. Et à partir de là, j'ai montré qu'il y a un souci, qu'il y a un problème. Donc, quand il y a un problème, dès le moment qu'on sent qu'il y a un problème, là, nous avons créé une problématique. Et c'est en ce moment qu'il faut poser la question de recherche. Et c'est cette question que j'ai posée, à savoir dans quelle mesure la refonte des curricula de l'enseignement supérieur peut-elle permettre l'adéquation entre formation et emploi au Sénégal. Donc voilà un peu comment on développe une problématique. Donc, après avoir choisi un sujet, faites des recherches, donc faites des lectures. Les lectures vous permettront de dresser le contexte empirique de votre recherche. Après le contexte empirique, vous faites le contexte théorique de votre recherche en articulant donc la présentation du contexte aux définitions théoriques, aux acceptions des concepts clés de votre étude, et après vous posez votre question de recherche. Donc ces trois éléments-là constituent ce qu'on appelle la problématique de recherche. Donc la problématique est la partie la plus fondamentale d'un mémoire. Si vous ratez la problématique, vous ratez le mémoire. Si vous passez à côté de la problématique,
vous passez à côté du mémoire. Donc, il est important que votre problématique soit bien étudiée, que votre problématique soit bien traitée avant que vous ne puissiez avancer plus loin dans votre mémoire. Donc, après la problématique, vous passez à la seconde phase qui est la conception, ou bien, autant pour moi, la définition des objectifs de recherche. Les objectifs de recherche doivent être SMART, spécifiques, mesurables, atteignables et réalisables dans le temps. Donc, il ne sert à rien de choisir des objectifs que vous ne pourrez réaliser dans le temps. Je donne l'exemple de quelqu'un qui dit « Notre objectif est de faire le diagnostic de tout l'enseignement supérieur au Sénégal ». Dans le cadre d'un mémoire, vous ne pourrez pas le faire. Parce que l'enseignement supérieur au Sénégal, comme je l'ai dit, c'est tellement vaste, il y a l'enseignement supérieur privé et il y a l'enseignement supérieur public. Donc, en 10 mois, les 10 mois du mémoire, vous ne pourrez jamais faire un diagnostic de l'enseignement supérieur au Sénégal. Donc, il n'est pas réalisable dans le temps. Il n'est pas réalisable parce que vous n'avez pas les moyens humains de le faire. Vous n'avez pas les moyens, il vous faut payer des enquêteurs qui vont faire des études dans toutes les formes d'établissements d'enseignement supérieur, agréger ces résultats pour produire un document. Vous n'avez pas les moyens humains. Vous n'avez pas les moyens financiers également. Parce que l'argent que vous devrez utiliser pour faire les logiciels, payer des enquêteurs, enregistrer les données, donc faire les résultats statistiques, agréger tout ça, vous n'avez pas les moyens financiers. Donc l'étude pour vous est impossible dans le cadre du mémoire. L'Agence nationale de statistique et de démographie peut se permettre de faire une telle étude. Vous, dans le cadre de votre mémoire, vous ne pouvez pas faire une telle étude. Donc vous n'avez pas les moyens de vous payer ce luxe. Donc il faut que vos objectifs soient des objectifs très spécifiques. Je donne l'exemple ici d'un objectif spécifique. Notre objectif est de décrire le processus pédagogique d'un établissement d'enseignement supérieur afin de montrer si les outils sont en adéquation avec, les exigences de la professionnalisation. Ça peut être un objectif général. D'accord? Et comme objectif spécifique, décrire les méthodes utilisées dans l'enseignement supérieur privé au Sénégal. 2. Analyser l'adéquation de ces méthodes par rapport aux exigences en termes de compétences dans les entreprises. Et 3e lieu, proposer des recommandations pour permettre aux établissements de formation d'offrir des services qui facilitent l'employabilité de leurs produits. Donc là, j'ai défini 3 objectifs qui sont des objectifs spécifiques que je peux mesurer à l'aide d'indicateurs et que je pourrai réaliser dans les 10 mois sur lesquels je vais réaliser mon mémoire. Donc voilà un peu comment, après la problématique, vous devez concevoir vos hypothèses de recherche. Donc après la problématique et les hypothèses de recherche, la 3e partie du projet, c'est proposer une bibliographie. Là, le travail devient simple parce que vous avez lu, pour faire votre contexte théorique, tous les rapports que vous avez lus. Donc vous devez garder les références de ces rapports, de ces documents, de ces résultats de séminaires. Donc pour faire la partie théorique, donc le contexte théorique, vous avez lu des ouvrages sur la pédagogie. Je donne l'exemple dans le cadre du sujet de l'exemple que j'ai donné. On peut citer le livre d'Émile Durkheim, Éducation et pédagogie. On peut citer le livre de Alain qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Pédagogie. On peut citer le livre également de comment il s'appelle encore, toujours Émile Durkheim, qui a écrit un autre ouvrage qui s'appelle l'enseignement supérieur en France au 19e siècle. D'accord? Il y a énormément d'autres auteurs qui ont parlé de l'éducation. Je peux également citer l'ouvrage de mon ami, comment il s'appelle encore, j'oublie son nom,
pouvez citer plein d'ouvrages, en tout cas, vous pouvez citer plein d'ouvrages qui tournent autour de la pédagogie, tous les documents auxquels vous avez eu recours dans le cadre de votre étude pour réaliser votre problématique et vos objectifs de recherche. Donc, et tous les ouvrages qui vous permettront également de réaliser votre mémoire. Ne vous arrêtez pas seulement à ce que vous avez lu. Mettez dans la bibliographie les ouvrages dont vous aurez besoin plus tard dans le mémoire. Alors, au-delà des ouvrages, des rapports, il y a également les mémoires. Les mémoires sont d'excellentes sources de documentation qui permettent de vous orienter dans vos recherches. Alors, les mémoires, c'est des travaux produits par des chercheurs avant vous. Ces chercheurs ont eu à faire comment on l'appelle? Ils ont exploré le terrain, donc ils ont fait l'exploration du terrain, ils ont défini les zones à aller et les zones à ne pas aller. Donc ils ont fait pour vous un travail préliminaire. Ce travail préliminaire doit vous permettre de savoir où aller, donc de ne pas perdre du temps et d'aller directement à l'essentiel. Donc après les rapports, les synthèses, les résultats des séminaires et autres travaux, vous avez les livres qui parlent des théories et ensuite vous avez les mémoires. Donc l'ensemble de ces ressources-là, vous devez donner les références et ça permet à votre encadreur non seulement de comprendre votre sujet, de savoir quelle approche vous allez utiliser, quelle orientation, comment vous allez aborder le sujet. Ensuite, quels sont précisément vos objectifs de recherche et quels sont les ouvrages que vous allez utiliser dans le cadre de ce mémoire. Voilà de manière très détaillée la première partie de ce module sur la méthodologie de rédaction de mémoire. Alors, si vous voulez plus comprendre tout ce que je viens d'expliquer, rendez-vous sur la plateforme. Dans l'onglet Documents et liens, vous trouverez sur cet onglet Documents et liens des ressources que j'ai mises. Parmi ces ressources, vous aurez un exemple de mémoire. Donc, vous pourrez regarder l'exemple de mémoire et retrouver donc toutes ces articulations que j'ai expliquées dans cette présentation. Vous trouverez également le support de la première partie de ce cours Méthodologie de rédaction de mémoire. Donc, après avoir étudié l'ensemble de ces ressources, vous avez 10 jours à compter d'aujourd'hui pour envoyer votre projet de mémoire sur ma boîte email mamadou.senghor@etika.com. Donc, on est aujourd'hui le 5 février 2015. Vous devez déposer votre rapport, votre projet de mémoire, autant pour moi, le 15 février au plus tard. Passez ce délai, la validation de votre sujet prendra du temps et vous serez pénalisé sur la note de ce module. Donc, plus d'informations, rendez-vous sur la plateforme etikadakar.com ou envoyez vos questions par mail sur ma boîte mamadou.senghor@etika.com ou bien prenez rendez-vous avec moi sur Skype en m'ajoutant. Mon ID Skype, c'est Korsigas, Korsigas. Donc, vous pouvez m'ajouter sur Skype. On pourra prendre un rendez-vous et revenir un peu sur les aspects qui vous paraissent un peu flous. Merci beaucoup et à la prochaine séance sur la plateforme. Bon courage et bienvenue dans le monde de la recherche.